Bonjour à tous, on me dit dans l'oreillette qu'on va commencer. Alors peut-être qu'il y aura plus de monde qui va arriver. Alors, deux petites informations. La première, c'est on vous a distribué des cartons rouges et verts. On en aura besoin dans la dernière partie où on va faire une partie un peu interactive. Donc si vous n'avez pas vos petits cartons rouges et verts, n'hésitez pas à vous signaler auprès de Sylvain et il vous en donnera. Deuxième info, les slides ils sont sur mon site web, kuja.fr. Donc n'ayez pas peur de rater des trucs sur les slides et ainsi de suite, ils sont en ligne. Voilà. Donc je vais commencer du coup. Et puis tant pis pour les retardataires, hein, ils reprendront le train en marche. Donc bienvenue dans cette session Kanban, ce n'est pas juste un tableau avec des colonnes et des post-it. Moi je me présente, je m'appelle Sébastien Goodwin, je suis coach agile et je me spécialise en Kanban. Et je suis notamment formateur accrédité Kanban University et coach Kanban. Donc au quotidien, j'accompagne les équipes et les programmes, tant en France qu'à l'international. Et après 20 ans dans une grande entreprise, l'an dernier j'ai créé ma petite entreprise. Voilà. Alors la genèse de cette session, c'est il y a quelques temps, on m'a demandé d'accompagner une équipe en difficulté. Ils croulaient sur la charge de travail et ils avaient des petits problèmes de coordination entre les différentes équipes. Du coup, un peu naïvement, je leur ai proposé d'utiliser un tableau de Kanban pour les aider dans leurs problèmes de quantité de travail et de coordination. Et là, la réaction fut assez immédiate. Ils m'ont dit « Mais Sébastien, un Kanban, ça ne va pas nous aider. C'est juste un tableau avec des colonnes et des post-it. » Bon, les préjugés ont la vie dure. C'est pas grave. On va avancer comme on peut avec cette équipe. Et puis, ils ont peut-être besoin d'un peu plus d'informations sur Kanban. Et puis, si eux ont besoin d'un peu plus d'informations, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Mais ça vous intéresse, vous. Donc, bienvenue ici. Alors, je vais vous commencer avec un Kanban en résumé, mais vraiment en résumé. On peut en parler longtemps de Kanban, mais je vais vous donner vraiment les bases essentielles. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous donner des conseils pour bien débuter, ou alors pour revitaliser votre tableau Kanban si vous en avez déjà un. Et ensuite, dans la troisième partie, on regardera quelques mythes et préjugés qui ont encore la vie dure. Okay, et on finira par vos questions. Okay. Alors, Kanban en résumé, mais vraiment en résumé, je vais le résumer avec les 6 pratiques générales de Kanban, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Et je parlerai aussi des principes de gestion du changement que peut-être vous n'avez pas entendu parler. Alors, on part pour les pratiques générales. Alors, la première pratique générale, c'est visualiser, sous-entendu avec un tableau Kanban. Alors, qu'est-ce qu'on va visualiser ? On va visualiser notre processus et les différentes étapes du processus, et on va faire une colonne par étape du processus. C'est nos fameuses colonnes sur le tableau. Qu'est-ce qu'on visualise également ? On visualise le travail, les demandes clients, que ce soit des user stories, des tickets de support, peu importe si vous êtes en dehors de l'IT, ça peut être des dossiers d'assurance si vous êtes dans un cabinet d'assurance, peu importe, c'est vos éléments de travail, le travail à faire qui est représenté par les fameux post-it. Alors qu'est-ce qu'on peut visualiser aussi ? On peut visualiser des informations sur les post-it en eux-mêmes. Okay. Le nom de la tâche, éventuellement un ID Jira, voilà. Et tout un tas d'informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de vos tâches et de votre mission. Okay. On peut aussi visualiser des types de travail différents, par exemple les user stories standards d'une certaine couleur, les bugs dans une autre couleur, la documentation dans une autre couleur, la maintenance, ainsi de suite. Donc, ça sera à vous de regarder quel est le code couleur que vous voulez utiliser pour mieux visualiser les différents éléments de travail. Alors, vous pouvez aussi visualiser les bloqueurs, c'est les fameux petits post-it, les petits papillons roses ou rouges, pour signaler qu'un élément nécessite une attention particulière, soit parce qu'il y a un bloqueur, soit parce qu'il y a une question, il y a quelque chose qui doit être fait.
Alors, vous pouvez aussi visualiser les limites de WIP, on va en parler plus tard. Vous pouvez visualiser des couloirs, parce que peut-être que vous avez différentes initiatives en parallèle. Et puis, on va aussi visualiser les règles du processus. J'en reparlerai plus tard. Donc là, vous pouvez visualiser plein de choses différentes. Ce n'est pas exhaustif. Visualisez ce dont vous avez besoin pour l'accomplissement de vos tâches et surmonter les challenges que vous voulez adresser. Okay. Donc c'est pour ça qu'on parle de pratiques générales, parce qu'elles ne sont pas exhaustives, elles sont vraiment ouvertes à interprétation et pour adaptation à votre contexte. La deuxième pratique générale, c'est limiter le travail en cours, ou limiter le WIP, Work in Progress. Okay. Alors pourquoi on veut limiter le WIP? Parce qu'en fait, votre système, votre tableau Kanban, en fait, une analogie, ça peut être, c'est comme un parking en centre-ville, un parking payant avec des barrières à l'entrée et à la sortie pour réguler le flux des véhicules, et puis souvent avec un panneau indicateur lumineux avec le nombre de places restantes. Okay. Et donc, on ne fait pas rentrer des voitures s'il n'y a plus de place, parce que sinon, les gens ils vont commencer à tourner en voiture, à chercher une place qu'ils ne trouvent pas, et ils vont se garer n'importe comment, ils vont bloquer les gens qui veulent sortir, et donc du coup, le parking, il n'arrive plus à assurer son service initial, le service pour lequel il a été conçu. Okay. Donc, on limite le travail en cours pour que l'équipe arrête d'être à fond, et pourtant, il n'y a rien qui sort. Donc on va éviter le task switching, faire du multitasking ou des choses comme ça, qui font que même si les gens travaillent à fond, en fait, il n'y a rien qui sort en sortie du processus. Donc les limites de WIP, elles sont là pour effectivement assurer que votre flux de réalisation reste fonctionnel et reste performant. Alors, quelles sont les limites de WIP qu'on peut utiliser? Alors, le plus traditionnel, c'est effectivement des limites de nombre de post-it, par exemple, pour chaque étape du processus, donc des limites par colonne ou par état. Mais vous pouvez aussi voir des limites de WIP par personne, en disant, par exemple, telle ou personne ne fait pas plus de 2 tâches en parallèle, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses assez courantes. Vous pouvez faire aussi des limites de WIP par type d'éléments. Donc, c'est-à-dire, je vous ai présenté, vous pouvez faire des types d'éléments par couleur. Voilà. Donc, on peut dire, par exemple, on ne fait pas plus de bugs en parallèle. On n'a pas plus d'une urgence prioritaire. Okay. C'est à vous de décider de ces limites de WIP. Vous pouvez faire des limites par couloir. Okay. Et vous pouvez faire des limites pour une case spécifique, voire pour le tableau en entier. Donc, de la même manière, c'est une pratique générale. Les limites de WIP, elles ne sont pas exhaustives. Là, je ne vous ai pas tout présenté. C'est juste des exemples. Utilisez les limites de WIP qui vous sont utiles pour avoir une équipe qui performe au niveau attendu. Alors, troisième pratique générale, c'est gérer le flux. Alors, pourquoi on veut gérer le flux? Parce que, une autre analogie, c'est votre flux, c'est comme votre tuyau d'arrosage. Okay. Vous voulez une pression constante et sans perturbation du flux pour pouvoir arroser vos plantes. Okay. Donc vous ne voulez pas de nœuds dans le tuyau, vous ne voulez pas de cailloux dans le tuyau qui perturbent vos flux et vous ne voulez pas de réduction du flux. Vous voulez quelque chose de régulier et de performant. Donc ça, c'est pour utiliser au mieux les ressources et les capacités disponibles, pour accélérer le flux et atteindre les objectifs que vous avez. Okay. Donc pour ça, on peut effectivement utiliser les limites de WIP dont on a parlé juste avant. On peut travailler sur les types de travail, donc ça c'est les couleurs de post-it. Travailler sur les bloqueurs, gérer proactivement les bloqueurs, pas les laisser traîner. Et puis on peut aussi utiliser les métriques. Il y a un certain nombre de métriques dans Kanban, on en reparlera un peu tout à l'heure. Donc il y a différents types de métriques qui peuvent nous aider à avoir quelque chose de quantitatif sur la gestion de notre flux. Quatrième pratique générale, c'est rendre les règles explicites. Alors des exemples de règles que vous connaissez sûrement déjà, puisque vous êtes tous des agilistes, c'est par exemple les fameuses definition of done, definition of ready. Ça, c'est des exemples de règles, des règles qui ne sont pas imposées, c'est des règles que l'équipe a choisies, okay, pour bien définir comment on fait le travail.
Vous pouvez avoir des règles aussi sur les critères de sélection, comment je sélectionne l'élément sur lequel je vais travailler, des règles sur dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans telle étape de mon processus pour ne pas oublier des étapes, des critères d'acceptance, des règles de gestion des dépendances, comment on gère les dépendances, est-ce qu'on a des règles pour les escalades, des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples. Alors pourquoi on veut avoir des règles explicites? C'est parce que bien souvent, la connaissance, elle est dans la tête des gens. Okay, et donc du coup, c'est compliqué d'avoir la même vision partagée de comment on fait le travail dans l'équipe ou avec des acteurs qui sont en dehors de l'équipe. Okay, donc du coup, ça aide à avoir des règles explicites, ça aide à réaligner tout le monde, à avoir la même vision, okay, de comment on fait les choses. Okay, donc cohésion d'équipe, cohésion sur comment on fait le travail. Ça vous aide aussi à onboarder plus facilement les nouveaux venus. Okay, comment on fait le travail, vous savez tous, parfois quand on arrive dans une nouvelle équipe, c'est compliqué, comment on fait le travail ici. Quand les règles sont explicites, c'est beaucoup plus facile d'expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne et ils peuvent se référer à quelque chose. Okay, donc l'onboarding est vraiment très accéléré. Les rendre explicites, ça permet aussi de les challenger. Okay, quand il y a des règles qui deviennent obsolètes, vous pouvez les challenger parce que c'est les règles de l'équipe. Okay, il y avait la session, la keynote hier matin sur les pirates qui disait si le processus ne vous sert pas, c'est vous qui servez le processus. Okay, donc ces règles explicites, c'est la même chose. C'est vos règles, les règles de l'équipe, c'est des règles pour vous servir. C'est vous qui êtes en contrôle de ces règles. S'il y a des règles qui deviennent obsolètes, vous avez le droit de les enlever et de les changer. Voilà. Okay. Ça permet aussi d'éviter les erreurs et d'avoir une qualité constante. Okay, donc ça, c'est bien aussi. Ça permet de faire juste dès le premier coup. Okay, je suis tombé dans un piège, j'ai dû tout défaire, tout refaire, ça m'a pris du temps, j'étais frustré. Du coup, pour ne pas me planter la prochaine fois, je mets une règle, je l'écris sur un post-it et je la mets en bas de mon tableau. Comme ça, la prochaine fois que je tombe dans ce cas-là, j'oublie pas et je vais plus rapidement. Okay, et le client est aussi plus satisfait. Okay. Et donc, ça aide aussi à améliorer la fluidité. Okay. Alors, je parlais de qualité. Il y a Nicolas Ploquin qui a parlé du Lean hier. Il parlait de standard du Lean. C'est exactement ça. Okay, quand vous faites du Kanban avec des règles explicites, c'est exactement ça, les standards du Lean. Okay. Cinquième pratique générale, c'est implémenter des boucles de feedback. Alors pourquoi on veut implémenter des boucles de feedback? C'est parce que votre tableau Kanban, avec les pratiques précédentes, et notamment avec les limites de WIP, votre tableau, en fait, il devient un système. Okay, et tout système, dans le sens systémique, il a besoin de boucles de feedback pour se réguler et pour s'adapter aux changements et aux différents événements qui arrivent. Okay, et puis vous le savez, le feedback, ça permet d'apprendre aussi et de s'améliorer. Okay, donc on a besoin de boucles de feedback. Alors en Kanban, il y a 7 boucles de feedback principales. Alors ne vous affolez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 7 nouvelles réunions en plus quand vous faites du Kanban. Je vais en présenter 4 et vous allez voir, ces 4 principales, en fait, c'est déjà les choses que vous faites. Donc vous n'avez pas besoin de faire de nouvelles réunions. Okay, vous avez juste besoin d'adapter les réunions que vous faites déjà et vous verrez avec Kanban, vos réunions elles seront plus efficaces et plus courtes. Okay. Alors, la première boucle de feedback, c'est celle en bas au centre. La réunion Kanban, Kanban Meeting, pour tous ceux qui font du Scrum, c'est votre daily. C'est une boucle de feedback qu'en fait vous connaissez déjà. Donc tous les jours, réunion très courte, 15 minutes devant le tableau, et on regarde quel est notre flux, comment avancent les travails. Donc ça change de certaines méthodes où on dit mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas faire, des choses comme ça. Là, l'approche, c'est plutôt on regarde le travail à faire et le flux. Donc on va parcourir notre tableau de la droite vers la gauche, donc en partant de la fin du processus, parce que c'est comme le parking, pour faire entrer les nouvelles voitures, il faut qu'il y ait des voitures qui sortent du parking.
Donc on va essayer d'abord de finir les tâches en cours avant de commencer des nouvelles tâches. Donc c'est pour ça on commence de la fin du tableau, voir quels sont les bloqueurs, essayer de débloquer et faire finir des tâches. Donc c'est l'adage en Kanban, stop starting, start finishing. Donc arrêtez de commencer des choses, commencez par les finir. Okay. Donc réunion Kanban. Donc c'est quelque chose, c'est comme le daily. La deuxième boucle de feedback, c'est la réunion de réapprovisionnement, replenishment meeting. Alors ça, l'analogie, c'est un peu comme votre sprint planning. Okay, c'est vous allez décider, mais qu'est-ce qu'on va faire dans un futur proche. Okay. Donc ça, c'est une boucle de feedback, c'est une réunion que vous faites à intervalles réguliers, par exemple tous les lundis, okay, et vous allez décider de, mais qu'est-ce que vous allez commencer. Et la question, elle est beaucoup plus simple que, OK, qu'est-ce qu'on a à faire, c'est quoi les estimations, comment on découpe, c'est quoi le sprint goal. Non, il n'y a pas toutes ces questions-là, il n'y a pas de grosses réunions. La question, elle est simple, c'est combien on a de place sur notre tableau. Les limites de WIP, elles nous disent combien d'éléments on peut commencer. Si sur mon tableau, j'ai que 2 places, donc la question, elle est simple, c'est quels sont les 2 éléments qu'on doit commencer maintenant pour les finir dans un futur proche. Et ça, c'est une question assez, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à répondre. Donc votre réunion de réapprovisionnement, elle peut être très rapide. Ça peut être 15 à 30 minutes maximum. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième boucle de feedback. Qu'est-ce qu'on commence? Et on se base sur les limites de WIP. La troisième boucle de feedback, c'est Delivery Planning Meeting. Donc c'est la réunion de planification des livraisons. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. C'est, dans notre tableau, on finit des éléments et à un moment donné, il faut qu'on se pose la question, OK, ils sont finis, l'équipe de développement les a finis, mais qu'est-ce qu'on livre, à qui et quand? OK. Là, aujourd'hui, vous avez peut-être des fonctionnalités prêtes pour votre site web, pour Noël, mais ce n'est peut-être pas le bon moment de les mettre en production, parce qu'aujourd'hui, c'est Halloween. Donc vos fonctionnalités, elles sont prêtes, mais vous n'allez pas les déployer tout de suite, okay, parce que ce n'est pas le bon moment. Vous voulez attendre la semaine prochaine que Halloween soit terminé. Donc ça, il faut gérer, se poser la question, qu'est-ce qu'on livre, à qui et quand? Parce que vous avez peut-être un incrément de produits potentiellement livrables, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour livrer, pour le client. Okay. Donc ça, c'est la troisième boucle de feedback. La quatrième, elle est au centre. Alors, c'est Service Delivery Review, et j'ai mis, c'est à peu près équivalent à la rétro. Okay. Alors, j'en parlerai tout à l'heure dans les conseils pour commencer, et je n'irai pas plus loin. Les 3 autres, Risk Review, Operation Review, Strategy Review, j'en parle pas, c'est des boucles de feedback qu'on va commencer à utiliser quand on va commencer à partir à l'échelle avec plusieurs équipes interconnectées qui rendent différents services. Ok, je ne vais pas plus loin. Donc les boucles de feedback. Et la 6e pratique, c'est s'améliorer collaborativement et évoluer expérimentalement en utilisant la méthode scientifique et des modèles. Okay. Alors s'améliorer collaborativement, dans une conférence agile, je ne vais pas le détailler plus. Je pense que vous êtes tous convaincus que l'amélioration, c'est un sport d'équipe. Okay, ce n'est pas le rôle du manager ou de la personne qui est en charge des processus ou de la qualité. C'est un sport d'équipe. Ensuite, évoluer expérimentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Évoluer, c'est dans le sens darwinien du terme. Okay, et expérimentation, c'est on n'introduit pas des changements comme ça, au petit bonheur la chance, j'ai envie d'essayer ceci, cela. Okay, si on va le faire de manière scientifique, on va regarder, on va poser une hypothèse, c'est je pense que si je fais cette action-là, je vais avoir un bénéfice. Je vais définir comment je mesure ce bénéfice et puis je vais mettre en place l'expérimentation. Et quand l'expérimentation a eu lieu, je vais mesurer les résultats et regarder, est-ce que j'ai mes résultats obtenus et est-ce que ça va dans le bon sens espéré. Okay, donc c'est vraiment la méthode scientifique. Et ensuite, des modèles, c'est quoi des modèles? Utiliser des modèles, c'est parce que on a 6 pratiques générales, elles sont, ça ne nous dit pas exactement tout ce qu'il faut faire. Vous pouvez rajouter, complémenter Kanban. Okay. Et là, des modèles, par exemple, ça peut être le Plan Do Check Act, la route d'Hamming, ça peut être pour ceux qui font de la théorie des contraintes, ça peut être Poogie,
Et puis, si vous avez d'autres modèles, utilisez tous les autres modèles que vous avez à votre disposition. Il y a des gens qui parlaient de spécifications, par exemple, du mapping, des choses comme ça. S'il y a des choses, des modèles qui vous sont utiles, utilisez-les, pour complémenter Kanban. Voilà les 6 pratiques générales, et voilà comment, un exemple, parce qu'on me demande, mais Sébastien, montre-nous des tableaux Kanban, des vrais tableaux Kanban. Donc voilà un tableau sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, où j'ai utilisé les 6 pratiques Kanban, visualiser, limiter le WIP, gérer le flux avec les métriques, rendre les règles explicites. Je vous ai dit, les petits post-it en bas, c'est les choses à ne pas oublier, des choses comme ça. Voilà un exemple. Alors, ensuite, principe de gestion du changement. Alors, gestion du changement, c'est un grand thème dans les conférences agiles. Vous savez tous, dès qu'on parle de changement, chantier de transformation, transformation agile, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils prennent peur. Ils prennent peur et ça met de la résistance au changement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va faire quelque chose pour éviter la résistance au changement. Alors, le premier principe, c'est de commencer par faire ce que vous faites actuellement. Comprendre les processus actuels tels que réellement pratiqués et respecter les rôles, les responsabilités fonctions et les titres des postes existants. Je vais faire une pause là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au départ, commencer par ne rien changer. Pour éviter de faire peur aux gens, pour éviter qu'ils se posent la question « Oh là là, il y a un chantier de transformation, mais qu'est-ce qui va arriver pour moi ?» Et c'est pour ça que les gens ils prennent peur et qu'ils font de la résistance parce qu'ils se posent des questions sur eux, sur leur identité, sur leur rôle. Donc on va commencer par ne rien changer pour éviter d'avoir cette réaction allergique et qui peut être parfois assez violente. Alors pourquoi on dit comprendre les processus actuels? On ne veut pas comprendre le processus qui est dans un référentiel que personne n'a lu et que personne n'applique. On veut comprendre le vrai processus appliqué au quotidien, au jour le jour, sur le terrain. Et ça, vous savez, souvent, il y a une différence entre le terrain et le processus théorique. Parce que le processus qui est en cours, il a de la valeur. Il est là, il a été mis en place parce qu'il sert à quelque chose. Donc il faut reconnaître la valeur des choses qui sont déjà en place et respecter les gens parce qu'ils ont un rôle, ils apportent des choses et donc il faut les respecter. Parce que sinon, si on leur dit tu ne sers à rien, tu es du gaspillage, les gens ils vont se rebeller. Donc du coup, comment on fait du changement? C'est le deuxième principe, c'est obtenir l'accord de tous pour poursuivre une amélioration via un changement évolutif. Donc le changement évolutif, j'en ai parlé, donc c'est du changement pas à pas. Et j'ai dit, ça va être un sport d'équipe. Donc on va, à la place de que ce soit un changement imposé par un agent extérieur ou par du management, ça va être un changement drivé par l'équipe. On va donner les moyens à l'équipe d'être acteur de ce changement. Et c'est pour ça que le troisième principe de gestion du changement, c'est d'encourager les actes de leadership à tous les niveaux. Donc, que ce soit du manager et aussi les gens de l'équipe, parce que les actions de changement, ce n'est pas juste le manager ou l'agent de transformation. Voilà. Donc, c'est l'affaire de tous. Et là, le management a un rôle pour construire une culture, un environnement de sécurité psychologique pour que les gens n'aient pas peur d'essayer et de proposer des choses. Même si ça a fait des échecs. Il ne faut pas que les gens se sentent menacés par des échecs. Alors, du coup, Kanban en résumé, il y a un gros focus sur le flux de travail, la vitesse et la livraison. Donc, ça semble un peu mécanique et donc, du coup, ça crée des préjugés. Kanban, c'est très technique, il n'y a pas d'humain, des choses comme ça. Mais par contre, j'ai commencé à vous planter quelques graines sur le changement en douceur, sur de l'amélioration continue, sur de l'approche Kaizen. Et ça, c'est le changement en douceur, c'est cet aspect humain, c'est des aspects méconnus de Kanban. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà pour la première partie sur Kanban, sur les principes clés de Kanban.
Alors, comment bien débuter ou revigorer votre Kanban si vous avez déjà un Kanban? Parce que vous allez me dire, ouais, c'est bien joli, c'est si pratique générale, mais c'est déroutant, je ne sais pas par où commencer. Ok. Alors, bah oui, effectivement, les gens sont déroutés, et c'est mal compris parce que Kanban est prescriptif. Il ne va pas dire telle personne doit faire ceci à tel moment et de telle façon. Okay. Il n'y a que des pratiques générales à adapter au contexte. Et puis, c'est aussi perturbant parce qu'on va leur dire on va faire du changement, mais on commence par rien changer. Il n'y a pas de rupture brutale. Alors, j'ai envie de dire, bah, revenez aux fondamentaux. Et les fondamentaux, ce n'est pas les fondamentaux de la méthode, c'est les fondamentaux de votre équipe, les fondamentaux de votre business. Les questions à vous poser, c'est quels sont les objectifs à atteindre pour l'équipe? Okay. Quelle est votre mission? Quels sont les challenges à surmonter? Et c'est ces questions business qui vont vous dire vers où vous devez aller, où sont vos forces, où sont vos faiblesses et où vous voulez aller. Okay. Et donc, du coup, Kanban, ça va être plutôt un moyen pour aller à la destination. Mais pas, ça ne sera pas la destination. Donc, du coup, mon conseil, c'est utiliser le Kanban dont vous avez besoin pour votre équipe et atteindre les objectifs que vous avez. Et résoudre les problèmes que vous voulez résoudre. Voilà. Alors, idéalement, comment commencer pour construire un tableau Kanban? C'est de faire un workshop statique. System Thinking Approach to Introducing Kanban, donc approche systémique pour introduire Kanban. Je vous ai dit, votre tableau Kanban, ça devient un système, donc approche systémique. Bon, c'est en dehors là d'une présentation comme ça en conférence, mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est le cœur de la formation Kanban. Alors, mais je peux quand même vous donner des conseils pour commencer. Alors, le premier conseil, c'est de visualiser votre processus tel que pratiqué actuellement. Okay. J'en ai parlé. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer actuellement? C'est vraiment comment c'est fait sur le terrain, pas comme dans le document du référentiel. Alors, moi, et visualiser, je vous ai dit aussi, visualiser ce dont vous avez besoin. Alors, dans l'équipe qui était en difficulté, dont je vous ai parlé au début, comment j'ai fait? Je leur ai posé la question, mais c'est quoi la première étape de votre processus? Après, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous faites dans cette étape? Quels sont les critères pour dire que le travail est terminé dans cette première étape? Et ensuite, on est passé à la deuxième étape. Ok, qu'est-ce que vous faites? Qui le fait? Et ainsi de suite. Et puis, j'ai posé des questions. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous m'avez dit? Okay. Est-ce que si je reformule comme ça, c'est bien ça? Donc, poser des questions pour éclaircir. Et donc après, je leur ai proposé le tableau Kanban qui modélise leur processus. Et là, je ne les aurais pas fait peur parce qu'en fait, le processus, le tableau, ils viennent de leur processus, des informations qu'ils avaient données. Moi, j'ai juste fait scribe et j'ai fait l'ignorant et posé des questions. Mais est-ce que tu peux m'expliquer? Donc là, c'est déjà quelque chose qui abaisse, on va dire, les freins à l'adaptation d'un tableau Kanban parce que c'est le processus de l'équipe. Okay. Donc ça ne fait pas peur, on ne dit pas à changer. Le seul changement, c'est qu'on aura une visualisation. Et ça, généralement, visualiser le travail en cours et le processus actuel, ça ne fait pas peur, ça ne met pas en danger les gens. Okay. Donc on va surmonter un premier obstacle au changement. Et ça va vous donner un premier boost de productivité parce que les gens ils vont réaliser des choses et commencer à changer leur comportement et la manière dont ils gèrent le travail. Le deuxième conseil, c'est, une fois que vous avez votre tableau, c'est de collecter et analyser les métriques de votre système Kanban. Okay. Alors, il y a plein de métriques et les principales métriques, elles sont liées à tout ce qui est lead time, temps de traversée, ça peut s'appeler aussi temps de cycle, peu importe comment vous les appelez, et ces analyses de temps de traversée dans le système. Okay. Typiquement, c'est des choses très simples, hein. C'est la date d'entrée dans le système du ticket, la date de sortie, vous avez date de début, date de fin, vous faites la soustraction, combien de temps ça a duré? C'est simple. Après, c'est que des analyses qui se passent dessus. Alors, ça se fait très bien à la main ou dans un tableur Excel si vous n'avez pas l'outillage adapté et si votre outil ne le fait pas correctement ou s'il ne le fait pas. Alors, j'ai une autre présentation que je ne fais pas cette année à Bordeaux, mais peut-être l'an prochain, où je parle un peu plus de métriques que Kanban. Donc, peut-être que l'an prochain. Voilà.
Je parlerai plus en détail. Mais c'est simple. Et moi, ce que je vois, c'est... je vois tout de suite si les équipes sont prêtes ou pas à aller plus loin, si elles suivent ce conseil de collecter et analyser les métriques. Si elles ne collectent pas, si elles ne le font pas, si elles ne peuvent pas ou si elles ne veulent pas, eh ben je sais tout de suite, c'est un signal qu'elles n'iront pas beaucoup plus loin, que ce n'est pas la peine d'insister. Okay, mais du coup, essayez. En tout cas, au moins avec le premier conseil de visualiser, vous aurez un premier boost. Et après, il faut aller vraiment sur les métriques pour continuer à aller avancer. Troisième conseil, c'est rétro, rétro, rétro. C'est comme en immobilier, emplacement, emplacement, emplacement. Je le répète 3 fois parce que c'est vraiment clé. Alors, faites vos rétrospectives de manière régulière. Je n'explique pas les rétros, vous le connaissez sûrement, vous connaissez tous c'est quoi les rétrospectives. Par contre, le conseil, là, c'est vraiment de les faire, mais d'injecter vos métriques, okay, pour rendre vos rétrospectives quantitatives. Parce que bien souvent, les rétrospectives, elles sont qualitatives. Okay, on parle de comment on a fonctionné en tant qu'équipe, c'est du qualitatif, et puis parfois, ça peut être dysfonctionnel, où les gens y vident leur sac, et où il n'y a pas forcément beaucoup d'actions d'amélioration qui sortent à la fin. Donc, vos rétrospectives, injectez les mesures, faites l'analyse, essayez d'en déduire des actions d'amélioration basées sur ça pour rendre quantitatif. Okay. Donc du coup, ça va vous permettre de faire évoluer vos rétros. Okay. Alors, votre rétrospective d'équipe, qui est centrée sur comment on a travaillé ensemble sur la période passée, avec les métriques, ça va devenir comment on a travaillé sur la période passée pour bien gérer le flux de travail et s'améliorer. Ok, merci. Du coup, on gagne de la profondeur sur la gestion du flux et de la performance. Et petit à petit, vous allez vous améliorer et vous allez passer un cap. Et à un moment donné, l'équipe, elle va prendre encore plus de profondeur. Elle va se poser la question, comment en tant qu'équipe, on a fonctionné pour gérer le processus, l'améliorer, sa performance, afin de servir les clients et avoir un meilleur impact sur le business. Donc là encore, on va prendre de la profondeur et on va augmenter l'impact de votre rétrospective. Quatrième conseil, c'est limiter le travail en cours. J'en ai parlé, c'est pour avoir une équipe qui reste fonctionnelle et efficace. Okay. Alors, c'est la contrainte clé. Vous ne l'aurez peut-être pas au début, quand vous faites la visualisation. Ce n'est pas grave. Les limites de WIP, parfois c'est compliqué dans certaines équipes à les mettre en place. Il y a des équipes, c'est facile, ça se met en place tout de suite. Et il y a d'autres équipes, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça, construisez sur les premiers conseils. C'est pour ça que je les ai mis 1, 2, 3, 4. C'est parce qu'effectivement, c'est plus facile à adopter dans ce sens-là. Okay. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment les limites de 8 qui vont créer votre tableau, qui vont le créer en système. Okay, et qui va transformer votre tableau d'une visualisation dans un système. Okay. Cinquième conseil, c'est n'oubliez pas les pratiques de management. Okay. Alors, les équipes, au quotidien, elles gèrent le travail. C'est quoi le travail à faire, comment on le fait et comment on avance. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pratiques opérationnelles, visualiser, limiter le WIP et gérer le flux. Comment on gère le travail. Et ça, en général, c'est le focus de l'équipe au quotidien. Mais il ne faut pas oublier les 3 autres pratiques, rendre les règles explicites, implémenter les boucles de feedback, s'améliorer collaborativement et évoluer expérimentalement. Parce que ça, ces pratiques, elles sont là pour gérer le système et améliorer le système de travail. Et là, c'est effectivement sur le système de comment on fonctionne. Et là, le management a un rôle pour rappeler à l'équipe de ne pas oublier d'utiliser ces pratiques pour s'améliorer. Et donc, dans ce sens-là, on peut voir Kanban pas juste comme une méthode de développement, mais comme un mode ou une méthode de management. Okay, et c'est important. Voilà. Alors, on va rentrer dans la dernière partie, mythes et préjugés. C'est là où il va falloir sortir au petit carton vert et rouge. Et on va examiner quelques idées reçues, quelques a priori. Okay. Alors, je vais vous demander, est-ce que ce mythe, cette idée reçue,
Est-ce qu'elle est fondée ou est-ce qu'elle est infondée, elle est complètement fausse et il faut l'abandonner. Alors, premier mythe qu'on entend, idée reçue, c'est Kanban ou une autre méthode, il faut choisir. Alors, levez vos post-it, levez vos petits cartons. Alors, il y a beaucoup de rouge, un petit peu de vert. OK. Ouais, OK. Alors, c'est faux. C'est une idée reçue, OK, qui n'a pas de fondement. Parce que, qu'est-ce que disent les experts du milieu? Ils vous disent, Scrum, ils vous disent Professional Scrum with Kanban. Il y a Safe, ils ont des teams Kanban, ils ont des programmes Kanban, des solutions Kanban, des portfolios Kanban. Il y a Kanban University, ils font du Scrum Better with Kanban, et vous avez même le PMI, dans sa version DAD Agile, qui a des life cycles basés sur Kanban. Donc du coup, toutes les autorités de l'agilité vous disent vous pouvez faire du Kanban et on vous conseille de faire du Kanban avec ce qu'on vous propose. Okay, donc Kanban, c'est tout à fait compatible avec d'autres méthodes. Moi, l'équipe en difficulté, c'est du Water Scrum Fall avec des petites pincées de pratique safe et ils ne s'en sortaient pas. Je leur ai mis du Kanban, ça allait mieux. Un beau Kanban par-dessus. Ça marche. Allez, deuxième idée reçue. Il n'y a pas de démo dans la méthode Kanban. Alors, vert si vous êtes d'accord avec cette idée reçue, rouge si vous n'êtes pas d'accord. Alors, ok, c'est infondé. Alors, attention, ouais, effectivement. Alors, effectivement, c'est vrai, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de démo dans la méthode Kanban. Alors, il y a des pièges, effectivement. Oui, parce qu'on ne prescrit pas la démo. Par contre, si l'équipe en a besoin et que ça fait partie de son processus, visualisez-le. Du coup, ça veut dire la démo, ce n'est pas quelque chose qui est prescrit et contraint par Kanban, c'est quelque chose que l'équipe va décider de choisir et d'inclure dans son processus. Et là, je vous parlais de résistance au changement, c'est très important parce que ça fait toute la différence entre une pratique qui est imposée. Et peut-être que vous avez vu dans certaines équipes qui ne faisaient pas des démos, on leur oblige à faire une démo, on leur oblige à faire une pratique et ainsi de suite, et telle pratique, ils font de la résistance au changement. Alors que si c'est eux qui le choisissent, c'est leur choix. Et du coup, si c'est leur choix, il n'y a pas de résistance au changement. Alors, mythe suivant. Il n'y a pas d'engagement avec Kanban. Est-ce que c'est un mythe qui est fondé? Vert si c'est fondé, si vous croyez à ce mythe. Rouge si c'est infondé. Il n'y a pas d'engagement. Alors là, c'est très... allez, 50-50. OK. Il y a même des gens qui essayent d'eux. Vous avez le droit. Je vous ai pas... c'est une option valide. OK. Il n'y a pas d'engagement avec Kanban. C'est faux, c'est un mythe. Alors l'engagement, il va être un peu différent. Je vous ai parlé des limites de WIP et je vous ai dit, on ne fait pas rentrer les voitures dans notre parking si on n'a pas des places de libre. Okay, et on fait rentrer que si on a de la place. Donc quand on fait rentrer, qu'on lave la barrière, c'est là où on s'engage. Oui, on va pouvoir le faire. On a les capacités, on a les ressources. Okay, donc c'est le premier point d'engagement. Donc l'engagement, il est un peu différent. On s'engage quand on a les ressources et la capacité disponible à faire quelque chose. Et on s'engage à le faire maintenant et à livrer dans un temps raisonnable. Et le temps raisonnable, vous avez vos métriques pour savoir quelle est la promesse que vous pouvez faire. Okay, c'est votre premier point d'engagement. Deuxième point d'engagement, c'est votre réunion de planning des livraisons. Okay, vous avez tout un tas de features qui est prête et je vous ai dit qu'est-ce qu'on livre, quand et à qui. Okay, c'est le deuxième point d'engagement où on va dire on a plein de features, et on va livrer les features pour Noël la semaine prochaine. C'est le deuxième point d'engagement. L'analogie qu'on peut faire, c'est Amazon. Vous faites vos courses et ils vous disent on a des produits disponibles, ils sont disponibles. Si vous cliquez avant telle heure, vous serez livré avant telle date, pour telle date. Ça, c'est le premier engagement. Donc, voilà. C'est le premier engagement, vous passez la commande. Ils vous disent un mail avec une date approximative de quand est-ce qu'ils s'engagent à livrer. Donc, ils préparent votre colis, ils récupèrent les différents articles, le colis est prêt, et à ce moment-là, ils vous envoient un deuxième mail. Ils vous disent
votre colis il est prêt, il est terminé, il part en livraison. Et ça, c'est le deuxième engagement, point d'engagement. Okay, donc, il y a un engagement avec Kanban, mais il est différent de ce que les gens y connaissent habituellement avec est-ce que tu peux t'engager sur le périmètre pour telle date et ainsi de suite. Donc, c'est un peu différent. Alors, un autre mythe, idée reçue, il faut que tous les items aient la même taille pour qu'il y ait un lead time ou un temps de traversée ou un cycle time uniforme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, il y a beaucoup de rouge, un peu de vert. Alors, effectivement, c'est faux. Vous avez raison, effectivement. On n'a pas besoin que les items elles ont tous la même taille. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait faire des estimations. Okay, Kanban est parfaitement compatible NoEstimate. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'estimer pour une raison ou une autre, vous pouvez le faire. Mais il n'y en a pas besoin. Merci. Alors pourquoi on n'a pas besoin que les items aient tous la même taille pour avoir un lead time uniforme? C'est parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Okay. Alors la variabilité que les gens ils perçoivent intuitivement, bah, c'est la taille des items ou leur complexité. Donc ils se disent « Oh là là, j'ai de la variabilité dans mes items ». Mais en fait, la plus grosse variabilité, elle est moins évidente, elle est moins apparente, elle est cachée dans le processus. C'est les queues, c'est les buffers, c'est comment vous choisissez tel et tel item que vous allez commencer, c'est les reprioritisations, bah forcément, voilà. Les bloqueurs, tiens, j'ai un bloqueur, bah je suis bloqué, donc du coup il y a d'autres éléments qui passent devant, les défauts. Okay, donc c'est ça qui fait que même le plus petit élément que vous avez, que vous commencez en premier, et bah, s'il passe dans toutes ces sources de variabilité, et bah, ça peut se retrouver, le premier qui était le plus petit, il se retrouve le dernier fini. Voilà. Parce que ça brasse dans votre système. Alors, des conseils, c'est mesurer l'efficacité du processus. Okay, donc ça, c'est le temps global que le ticket émet pour être fini, versus le temps effectif de travail sur le ticket. Okay, c'est votre client qui dit « Je ne comprends pas pourquoi il faut que j'attende 2 mois le ticket ou il faut juste 10 minutes pour le faire. » Bah oui, votre ticket il est en attente parfois pendant longtemps. Il n'y a personne qui travaille activement et il est toujours sur votre système. Étudiez vos lead time, éventuellement par type de les user stories d'un côté, les bugs de l'autre. Ça peut vous donner des pistes de pourquoi vous avez de la variabilité. Étudiez les causes communes, les causes spéciales de variabilité. Donc ça, c'est le Lean IT. Et limitez le WIP et gérez proactivement votre flux. Okay, ça va vous aider. C'est un gros sujet aussi en formation, donc, mais je vous ai donné les clés principales. Le suivant, Kanban ne définit pas de rôle. Est-ce que c'est une idée reçue, fondée? Une majorité de « il n'y a pas de rôle en Kanban ». Alors c'était vrai, il n'y avait pas de rôle, mais c'est devenu faux, et je vais l'expliquer. Alors, effectivement, au début, il n'y avait pas de rôle dans Kanban. Et avec l'expérience et les retours, on va dire, des pratiquants et les cas d'études, les gens ils se sont aperçus « Ah tiens, mais de manière récurrente, dans tous les cas d'études, il y a des rôles qui apparaissent, qui émergent spontanément, et bizarrement, c'est toujours les mêmes rôles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a besoin de ces rôles-là » Je vais dans le bon sens. Alors, c'est en fonction du contexte. Il y a des équipes, des petites équipes auto-organisées, n'auront peut-être pas besoin de ces rôles. Mais dans des cas un peu plus complexes, vous allez avoir besoin de certains rôles comme des flow managers, des service delivery managers, des service request managers. Okay. Moi, dans le programme que je vous ai dit, il y avait besoin d'avoir ce rôle-là. Et moi, en tant que coach, j'ai commencé à prendre ce rôle-là de flow manager parce qu'ils avaient des problèmes de coordination entre les différentes équipes. Okay. Alors, quels sont les facteurs d'émergence? C'est les besoins de coordination. Okay, parce que votre processus, peut-être qu'il s'est complexifié au fil du temps. Donc, à un moment donné, parce qu'on fait appel à des experts qui sont en dehors de l'équipe, des choses comme ça, il va falloir coordonner avec les différents intervenants. Vous allez peut-être commencer à avoir, à un moment donné, plusieurs équipes interconnectées.
Et il va falloir mettre de la coordination entre les différentes équipes. Ouais. Vous avez peut-être une structure matricielle avec des silos ou des choses un peu compliquées. Et il va falloir mettre de l'huile dans les rouillages. Et puis, vous avez la culture aussi qui est importante. Donc, il n'y a pas de rôle, ils ne sont pas obligatoires, mais en pratique, vous allez peut-être avoir besoin de certains rôles. Voilà. Alors, je vais le sauter parce qu'on me dit que... ah non, je vais peut-être avoir besoin de temps. Ah ben non, je vous ai donné la réponse. Ah, voilà. Alors voilà, il n'y a pas d'humain avec Kanban, ce n'est que pour gérer le processus. Bah, c'est faux, effectivement. Il y a une idée reçue parce que c'est un peu technique, la gestion du flux, des choses comme ça. Mais j'ai commencé déjà à vous donner un stylet, la gestion du changement, les facteurs humains. Et ce qu'on voit, c'est que les premiers bénéfices qu'on voit, avant de les voir sur les résultats du processus, c'est on voit les bénéfices humains. Alors, on voit déjà, c'est réduire la résistance au changement. Je vous en ai parlé, résistance au changement, pas faire peur et accompagner l'équipe. Ça supprime les surcharges. Les limites de WIP, elles suppriment les surcharges et ça permet d'aider les équipes à se focusser sur quelques tâches et de les mener à bout avant de commencer plein de choses. Donc, moi, il y a une équipe que j'ai accompagnée du jour au lendemain. Ils ont arrêté de travailler le soir et le week-end et ils étaient super contents. Et c'était le besoin recherché d'adopter Kanban. Ça va favoriser l'auto-organisation, organisation du flux, supprimer le micromanagement, améliorer la collaboration dans l'équipe. Et une fois qu'il y a la collaboration dans l'équipe, vous allez pouvoir améliorer la coordination et la coopération avec les différentes équipes. Voilà. Donc ces aspects humains, ils sont toujours là, même si ce n'était pas votre focus initial. Et ils vont apparaître parfois bien avant d'avoir des améliorations sur le processus. Alors la dernière, Kanban, c'est juste un tableau avec des colonnes et des post-it, du management visuel. Est-ce que c'est un mythe qui est fondé ou pas? Alors tout le monde est rouge. Effectivement, c'est faux. Bravo, le message est passé, donc du coup, j'ai bien fait de venir. Et je suis content que le message soit passé. Alors, page de pub, moi je suis formateur Kanban, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous voulez poursuivre les échanges ou si vous avez des questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Merci. Est-ce que... Ouais, alors, déjà, il y a des questions là-bas. Oui, madame. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Pour la distance. Moi, j'avais une question pour Scrum. On a le Scrum Guide, l'agilité, le manifesto. Est-ce que pour le Kanban, tu as comme une Bible avec les éléments essentiels ou ce genre de choses? Oui, il y en a plusieurs. Je pourrais te les donner. Il y a un guide officiel de la méthode Kanban. Et puis, il y en a d'autres qui datent un peu. C'est l'essentiel de Kanban en condensé, où effectivement, où il y a effectivement toutes les bases de Kanban. Effectivement. Après, il faut repartir dans de la littérature, dans des bouquins. Il y a un bouquin en français de Laurent Morisseau. Il y a Kanban. Avant, il s'appelait Kanban pour l'IT. Ils ont enlevé IT, ils ont fait Kanban. Et après, ça sera des bouquins en anglais. Mais si tu es intéressé, contacte-moi et puis je te donnerai les références. Il y avait une question derrière. Merci pour la conférence déjà. Et je sais que l'objet, c'est pas du Scrum Kanban aujourd'hui, mais ma question, elle était comment on gère la notion de priorisation, de velocity point et de WIP justement. Et c'est vrai que dans tout ça, c'est vrai que si on veut mettre si on est sur un sprint par exemple, on veut gérer énormément de vélocité, mais sur beaucoup de petits tickets, comment on s'oppose je ne sais pas comment on se réconcilie plutôt avec la notion de work in progress, ou est-ce qu'il faut jouer avec les priorités, ou comment on fait en fait? Alors, on va gérer différemment. Ce qu'on va gérer, tu peux toujours faire tes story points et ainsi de suite. Par contre, ce qu'on voit, c'est un peu trop souvent, les équipes Scrum par exemple, elles commencent tout le travail au début du sprint. Il n'y a rien qui est fini avant la veille de la fin du sprint. Voilà. Et là, il faut utiliser les limites de WIP qui vont empêcher l'équipe de tout commencer en parallèle
et de se focuser sur certains éléments d'abord, et ça va les obliger à les finir. Donc du coup, peu importe que tu aies des petits ou des gros, tu commences les éléments que tu as besoin de commencer en premier, et tu limites le nombre d'items. Okay, qu'ils soient gros ou petits, tu en as un certain nombre en cours, et pas plus, et tu te focuses sur les terminer avant de commencer quelque chose d'autre. Donc en gros, on peut blinder la première colonne, et après, par contre, on impose le whip sur celle d'après, c'est ça? Alors, tu ne blindes pas la première colonne, tu as un backlog où tu as plein de trucs, hein, mais par contre, effectivement, en général, ce qu'on conseille, c'est de faire une colonne next, suivant. Ok. Y a des gens qui parlaient de NNL, no, next, later. Donc c'est la même chose, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans le suivant. Et c'est un peu l'équivalent de ton sprint backlog. Effectivement, tu vas dire, c'est ça que je vais faire. Je vais faire mes 10 ou 15 premiers, je ne sais pas, hein, ou 5 prochains. Voilà le contenu. Donc, c'est même la première colonne qui te dit « je vais faire ça dans mon sprint, c'est ça que j'ai sélectionné ». En fait, tu l'as limité. Tu le limites indirectement par la taille, la durée de ton sprint, en fait. Donc, elle n'est pas en nombre d'éléments, mais tu as quand même une limite de WIP, voilà. Et après, tu continues. Je propose qu'on s'arrête là pour les questions. Je vous propose de viens, à côté voilà. pour qu'on garde le rythme des prochaines. Il y a le feedback, hein, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, je suis encore là un petit peu.